Bonjour, Christian Brice, je suis délégué régional de la MUF, c'est l'association des urgentistes de France. Je fais partie du CA aussi de la MUF avec Christophe Prudhomme et Patrick Pelot, que vous connaissez peut-être. Je voulais vous donner moi une version du coup un peu de terrain. J'ai commencé ma carrière du coup en 2003 au moment où la tarification à l'acte va se mettre en place. À l'époque, le ministre c'est Mattei, le président c'est Chirac. Moi je débute et je vois en fait tous mes anciens, on va dire les médecins les plus anciens qui commencent en fait à coder en fait notre travail et à trouver en fait une méthode de classification. À l'époque, autant vous dire, je comprends rien. On fait 70 heures semaine, on travaille beaucoup, on dort pas les lendemains de garde, on fait des journées de 30 heures. Voilà, on est vraiment dans une dynamique qui est assez positive, qui est assez... c'est des très beaux métiers. Et puis en fait, on commence à être un petit peu perverti, c'est-à-dire qu'il y a... je sais pas. On commence... Ah oui, c'est mieux ça. En fait, du coup, sur 20 ans, en fait, on commence à être un petit peu perverti par ce système. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup et c'est trop. Donc, en fait, on va nous donner en fait, le lendemain de garde. On va faire des grèves à cette époque-là. Au même moment, en fait, en 2004, il se passe aussi la fin de la permanence des soins pour la médecine générale. Et donc, à ce moment-là, les généralistes, effectivement, sont plus obligés de faire des gardes. En 3 ans, leur système tourne, en 3 ou 4 ans, et les urgences flambent. Ce qui est normal. Sauf qu'à ce moment-là, la tarification à l'acte se met en place. Donc c'est le même ministre, hein, tout ça. Mattei, il a eu la chance de faire la canicule, la tarification à l'acte et la fin de la permanence des soins des généralistes. Donc à ce moment-là, nous, aux urgences, on explose. On explose littéralement. Et à ce moment-là, déjà, on est un petit peu, si vous voulez, dans l'opposition de ce système. Et puis, en plus, on commence à nous dire, vous coûtez trop cher, l'hôpital coûte cher, on va commencer à fermer des lits. Et donc ça commence en 2003, 2004, et jusque l'arrivée de Madame Bachelot, donc on va dire c'est 5 ans après, 2008, 2009, où elle a un discours assez fabuleux au Sénat, où elle explique aux gens, nous on a déjà perdu une 30 000 lits à peu près hein, en un quinquennat, et puis elle est en train de nous expliquer que ne vous inquiétez pas avec la tarification à l'acte. Elle fait un discours au Sénat qu'on peut voir sur le site du Sénat, hein, le site officiel, et elle fait un discours, elle dit... je vous le jure, monsieur les sénateurs, il n'y aura pas de perte de lit. Bon, voilà. Donc on sait qu'à ce moment-là, nous, on se rend compte, moi je suis déjà syndiqué à MUF, et là on se dit mais c'est pas possible, c'est un peu comme l'histoire de la canicule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de monsieur Mattei, qui avec son petit polo Lacoste, avec ses clubs de golf, et on est en 2003, il y a la canicule, il y a 17 000 morts à Paris, enfin 11 000 à Paris, et dans le reste de la France ça fera 17 000. Et lui il est en train de dire, il est sur le terrain de golf, hein, il dit, j'ai eu le responsable de l'ARS de la PHP, il me dit la situation est sous contrôle. Bon. Et en fait en 2009 ça nous rappelle ça, quand on voit Roselyne Bachelot qui dit il n'y aura pas de perte de lit, on se dit mais on en a déjà perdu. Et jusqu'où ça va aller? Et en fait ils commencent à baisser encore les budgets. L'idée c'est d'économiser 1 milliard par an à chaque fois. Et à chaque fois ils serrent la vis. Et à chaque fois on perd des lits. Et donc ça devient en fait une espèce de drame. Ensuite, on connaît la suite. On perd, je crois que c'est Sarkozy arrive, on perd 37 000 lits. Ensuite, il y a François Hollande, on perd que 10 000 lits avec lui, mais on en perd encore beaucoup. Et puis, surtout, il y a Marisol Touraine qui va regrouper tous les petits centres hospitaliers qui vont être dépendants d'un gros centre. C'est ce qu'ils appellent les communautés hospitalières de territoire, hein, ou GHT maintenant, groupement hospitalier de territoire. À chaque ministre, le nom change, mais c'est la même chose. Et puis en fait on se retrouve avec aussi, c'est probablement le pire gouvernement qu'on ait eu de notre point de vue, parce qu'on était un peu quand même plutôt sensibilisé public et gauche. Et en fait c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent beaucoup mieux, et en regroupant les centres hospitaliers, ils ont commencé à fermer les maternités. Donc là on a perdu, nous on va dire dans le nord celle de Paimpol, là il y a celle de Guingamp qui est sur la Sellette. Donc encore des évolutions, alors qu'on sait qu'actuellement sur la néonatologie, il y a un taux de décès en néonate qui est en train d'augmenter. Comme a connu les États-Unis il y a 30 ans. En fait, on est en train de se diriger vers une américanisation des soins, une médecine à 2 vitesses, qui est encore accélérée là, sur le dernier quinquennat, qui est celui de Macron pour le coup. Là, on a perdu 20 000 lits depuis son premier quinquennat, 20 000 lits, le deuxième, on ne sait pas encore. Globalement, sur les 15 dernières années, je crois que c'est 67 000 lits. Donc c'est incroyable ce que ça représente, parce que on revient toujours sur mon petit terrain à moi, mais il y a en fait 20 ans, quand je commence, personne dort aux urgences, tous nos patients ont des lits, voilà, c'est simple. Peu importe la destination, c'est pas toujours le lit de la spécialité, mais ça dure moins de 24 heures et les patients voient le spécialiste très vite. Au jour d'aujourd'hui, on va dire 5 ans après, il y a 3 ou 4 patients qui dorment aux urgences,
Les premiers qui en font les frais, c'est les patients addicts et psychiatriques. Voilà, parce que c'est des patients qui sont souvent, on va dire, méprisés pour les soins par les différents, on va dire, parce qu'on parlait de l'ambulatoire tout à l'heure, et en fait, c'est des patients qui sont très peu rémunératifs pour l'hôpital, qui rapportent très peu. Donc, c'est les premiers patients à dormir aux urgences. Et en fait, moi, hier, par exemple, enfin avant-hier, quand on bossait, c'était 25 patients qui ont dormi aux urgences. En fait, c'est une dégradation progressive qui est assez... encore, ces 25 patients qui dorment aux urgences, ça pourrait être 50 si on travaillait comme il y a 15 ans, si vous voulez. Parce qu'il y a 15 ans, en fait, quand on faisait notre métier, on avait le nombre de soignants qu'il fallait, on pouvait y passer le temps qu'on voulait, et on n'avait pas autant d'entrées que ça. Quand je commence ma carrière, encore une fois, ça va commencer à faire radoter, mais il y avait aux urgences de Saint-Brieuc, il y a 20 ans, tous les ans passaient 32 000 patients. En 20 ans, voilà. Aujourd'hui, on est à 64 000. Là, c'est simple, on a doublé notre nombre de passages aux urgences, donc c'est vraiment faramineux. Il y a 20 ans, moi, j'avais le temps de voir les familles, j'avais le temps de voir les patients, on avait le temps de discuter, de faire vraiment notre boulot de façon intéressante. On avait le temps de faire des staffs avec les soignants, quand il y avait eu des tragédies, de prendre la parole, et puis faire des groupes de parole, et puis que les gens puissent un peu s'exprimer. Là, c'est devenu impossible. Donc en fait, il y a une espèce de souffrance qui s'est installée de façon très progressive, et on a eu beau avoir changé les gouvernements, ça s'est jamais amélioré. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Et peu importe que ce soit passé droite, gauche, en fait, parce qu'il y a une ligne conductrice dont M. Cohen parlera mieux que moi, mais que nous, on a toujours vu cette dégradation sur le terrain. Et aujourd'hui, le malheur des gens qui continueront d'être soignés quand ils vont à l'hôpital, mais il y a quand même tout un tas de pathologies qui font qu'on est pas mal soigné, parce qu'au final on est soigné, mais en fait avec plus de souffrance, que ce soit une souffrance du patient ou des soignants. Voilà. Donc ça, c'est le drame actuellement de notre métier, et qui fait qu'aujourd'hui on a énormément de mal à recruter, à donner envie à de jeunes médecins de s'installer avec nous. Parce que c'est vrai qu'actuellement on les critique aussi beaucoup en disant oui, ils veulent plus travailler, mais c'est des médecins qui, pour vous donner un exemple, on avait nous 6 stagiaires, 6 internes qui sont super, qui ont fait 6 mois avec nous, ils changent tous les 6 mois les internes. Et en fait, ce qu'ils nous disent, et ce qui est vrai, c'est que moi quand je commence, j'étais tout jeune interne, j'étais déjà valorisé dans mon travail. C'est-à-dire qu'on avait des chefs qui s'occupaient de nous, et surtout on pouvait bien travailler. Et en fait, eux, ils vivent au total, en commençant, la souffrance des soignants et des patients. Et en fait, ils se sentent plus démunis que nous, parce que nous, en fait, on a été aguerris en fait, au travail. Et donc, il y a un vrai problème pour eux, comme ils nous disent, on vous entend quand même souvent vous plaindre, que ce soit les soignants ou les médecins, on voit la direction qui fait rien pour vous, ils nous disent, mais nous, on ne veut pas travailler comme vous. Et à mon avis, ils ont raison. Donc là, on veut les obliger, par exemple, rapidement, mais on veut les obliger à s'installer dans les campagnes, dans les zones qui sont désertifiées. Mais c'est vrai que cette génération de jeunes médecins, elle est harcelée, elle a été effectivement... on leur a pas appris à travailler dans le compagnonnage et dans un contexte de travail qui est idéal. Donc je pense qu'effectivement il faut trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est pas à eux, moi je trouve, de payer l'addition de 20 ans de mauvaises décisions, et de décisions qui sont uniquement financières. Si je voulais ajouter quelque chose, je pense qu'il y a énormément de solutions, mais je crois qu'ils vont être abordés par mon collègue après. Mais je crois qu'en fait il faut déjà qu'il y ait un vrai réinvestissement. Il parlait du Conseil national de refondation, qui est absolument un mensonge, encore un de plus, mais c'est de la propagande politique actuelle. Ce qu'ils ont réussi à faire là, c'est prendre un délégué syndical qui est le professeur Braun, qui maintenant est ministre de la Santé, qui a fait son petit parcours comme il voulait. Mais cet homme-là, c'est un usurpateur. C'est vraiment, pour nous, c'est la plus mauvaise nouvelle qu'on pouvait attendre en fait d'une prise. En fait, c'est une prise politique de Macron, tout simplement. Donc là, on n'attend rien, nous, pour les 5 prochaines années. Et du coup, on est encore plus inquiet, on va dire. Et c'est vrai qu'à part la rue ou des nouvelles élections, on ne voit pas comment on peut changer le système hospitalier. Ou en tous les cas, il n'y a pas eu de bons signes ou de bons signaux qui ont été envoyés pour un nouvel hôpital public qui puisse prendre en charge à la fois les écoles de soignants, l'IFSI pour les infirmiers et les soignants, augmenter donc le nombre de soignants, augmenter le nombre de médecins et surtout mettre des moyens et réaugmenter le nombre de lits.
Le problème ne vient pas des urgences, ne vient pas du SAMU, parce qu'on nous fait croire qu'on peut trier au SAMU. Si vous faites le 15 avant d'aller aux urgences, il faut faire le 15. Mais en fait, c'est un tri qui ne peut pas avoir lieu puisque vous ne pouvez pas être examiné. Je veux dire, sans défendre la profession de médecin, mais un médecin, il peut vous poser des questions au téléphone, mais s'il ne vous examine pas, il ne peut pas avoir un diagnostic qui est concluant. Donc qu'est-ce que font tous les médecins au 15 quand on les appelle? Donc j'y travaille, je le sais. C'est qu'en cas de doute, on envoie aux urgences. Donc nous, actuellement, notre taux, il a monté de 8% de consultation aux urgences. Donc on va encore passer les 64 000, on sera encore au-dessus. Donc en fait, pour le moment, tout ce qui a été édité est faux et ne marchera pas. On le sait comme quand on a entendu Roselyne Bachelot en 2009, comme quand on a entendu Mattei en 2003, qui était avec ses clubs de golf. On sait que tout ça, c'est des mensonges et en fait, ça reste de la pure politique. Donc actuellement, à part des gens et des militants qui peuvent essayer de faire avancer les problèmes ou dans la rue ou dans les urnes, c'est vrai qu'on n'a pas de solution à attendre de ce gouvernement. Malheureusement, c'est une vision pas forcément pessimiste, parce que je suis un gros optimiste de nature, mais j'espère qu'on va avoir des bonnes solutions après avec M. Cohen. Merci à vous.